Humbert Jacquard, vous connaissez probablement tout du personnage, en quelques lignes, polytechnicien, et puis une carrière scientifique. Vous avez étudié la génétique des populations aux États-Unis. Vous avez été responsable du service de génétique à l'Institut national d'études démographiques. Vous avez, pendant plus de 10 ans, été expert en génétique auprès de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et par la suite, vous avez décidé de vous consacrer aux plus démunis. C'est aussi une de vos préoccupations, en devenant un des animateurs de Carmonde, du droit au logement, de l'association Abbé Pierre. On peut vous définir, je pense, comme un humaniste. C'est une étiquette qui vous convient. Tout à fait. On en parle très peu, y compris pour un événement qui nous concerne tous et qui est ignoré de tout le monde. Il y a là quelque chose d'extraordinaire que j'ai découvert. Ce n'est pas une découverte scientifique, rassurez-vous, c'est une découverte de journaliste qui s'aperçoit qu'il y a une information qui a été donnée et qui n'a jamais été reçue. Cette information, elle a été donnée par quelqu'un que tout le monde respecte, qui a été président de la République en France, qui s'appelle Giscard d'Estaing. Et Giscard d'Estaing raconte dans ses mémoires, mais ne les cherchez pas, on ne les trouve pas à la FNAC. En tout cas à la FNAC Paris. Giscard d'Estaing, dans ses mémoires, raconte l'histoire suivante. Il a voulu en avoir le cœur net des théories de la dissuasion nucléaire. Et il s'est aperçu, comme tout le monde d'ailleurs, que si par hasard il y avait un jour un conflit nucléaire, c'est toute l'humanité qui y passerait. Quels que soient même les États voyous qui s'en serviraient, qui ne sont pas les plus puissants, ils ont le pouvoir de déclencher une réaction en chaîne qui ferait que l'humanité disparaîtrait. On peut discuter si ça sera en une semaine ou en deux ou en trois, mais le fait est que l'usage des bombes nucléaires aboutirait à la disparition de l'humanité. Quelle est la cause qui mérite ça? Aucune. Par conséquent, Giscard d'Estaing raconte qu'il a voulu en avoir le cœur net et de savoir ce que c'était que cette fameuse dissuasion dont tout le monde parle. Car ceux qui veulent justifier la bombe nucléaire disent vous nous racontez des histoires affreuses, bien sûr, mais jamais elles n'arriveront parce qu'on est bien trop intelligent pour appuyer sur le bouton nucléaire. Mais la question s'est posée quand même à Giscard, qui raconte qu'il est descendu dans les sous-sols de l'Élysée, c'est pas moi qui invente, c'est lui qui raconte, et qu'avec quelques généraux, et ils ont imaginé, pour jouer entre eux, ils ont imaginé qu'une dépêche leur annonçait que l'armée russe traversait l'Allemagne de l'Ouest, c'était avant le mur de Berlin, et que l'armée française était obligée de reculer. Et le général commandant les troupes françaises disait « Est-ce que j'ai la permission d'utiliser des bombes nucléaires à faible portée ?» Alors est-ce qu'on lui dit oui ou est-ce qu'on lui dit non? Giscard se met à discuter avec ses généraux, à réfléchir, et dit finalement « Quoi qu'il arrive, je n'ai pas le droit de déclencher des mesures qui aboutiront à l'anéantissement de la France. Donc je ne réappliquerai pas. Je peux bien sûr détruire l'armée russe, c'est faisable, mais dès le lendemain, il n'y aura plus de France, il n'y aura plus, il s'arrête là. Et moi je rajoute, il n'y aura plus aucun pays où il y aura encore des êtres humains. Par conséquent, voilà un événement fictif, virtuel comme on dit, qui a été décrit avec précision par le président, et maintenant personne n'en parle. Je fais pas mal de conférences comme celle-ci. À chaque fois, je pose la question, est-ce que vous saviez que dans le deuxième tome de ce mémoire, Giscard a détruit le concept de dissuasion? Je n'ai encore rencontré personne qui lève la main. Il y a 14 milliards d'années, toutes les galaxies étaient rassemblées au même endroit. Ça a été le fameux Big Bang. Et ce qui est important dans ce Big Bang, c'est que, bien sûr, il a un nom un petit peu pittoresque, mais surtout, il remet en cause toute notre vision et oblige même à des réflexions un peu théologiques. En effet, nous dit un des spécialistes de l'explosion initiale, du Big Bang, c'est Hawking, il le dit, le Big Bang ne peut pas être considéré comme un instant premier, car il y avait un avant Big Bang. Sinon, il n'y aurait pas eu d'événement.
Par conséquent, il y a pas il y a un avant le Big Bang, et pourtant, ça ne peut pas être une création. Donc on est obligé d'admettre, nous dit Stephen Hawking, que l'univers n'a pas été créé. Et par conséquent, on n'a pas besoin de créateur. J'en ai parlé à des théologiens, et ça montre des aspects étranges des découvertes scientifiques de notre siècle. Si on en parle à des théologiens, beaucoup sont tout à fait d'accord que l'univers n'a pas été créé. Il n'y a pas besoin de créateur. Et même pour certains théologiens, c'est un bon débarras. Parce que, finalement, on ramenait le Big Bang à l'intervention d'un Dieu qui s'ennuyait dans le néant et qui inventait des protons, des neutrons et des machins pour se désennuyer. Au fond, on faisait de Dieu une espèce de petit bricoleur. C'est pas ça du tout. Par conséquent, c'est un peu un blasphème que de considérer Dieu comme un créateur. S'il n'est pas créateur, que lui reste-t-il? Tout le reste. Ça fait beaucoup. Nous en particulier. Alors on peut continuer. Einstein 2 fois, Hubble 1 fois. Ensuite, il y a pendant toutes les années 30, essentiellement, toute la physique quantique qui remet en cause la notion même de particules, de corpuscules. Ça n'est plus ce qu'on imaginait. Et puis enfin, en 1953, c'est très précis, est arrivée une révolution conceptuelle de première grandeur qui a été la découverte de ce qui est à la base de la vie. La vie, qu'est-ce que c'est? Quand vous regardez dans le dictionnaire, vous vous apercevez que personne ne répond. Même le gros dictionnaire Robert nous explique que la vie, c'est ce qu'il y a de spécifique aux êtres qui sont nés, qui ne sont pas encore morts. Dire de la vie, c'est réservé aux ceux qui ne sont pas morts, bien sûr on est d'accord, mais ça prouve bien qu'il y a une difficulté quelque part. La difficulté vient de ce qu'il a fallu redéfinir complètement ce qu'est la vie. Et j'ai essayé, à propos de ce bouquin, de me documenter, comme je l'ai fait pour la phrase de Giscard d'Estaing. J'ai essayé de retrouver les idées des penseurs essentiels en matière d'économie. Il se trouve, peu de gens le savent, qu'un Français a eu le prix Nobel d'économie il y a quelques années, Maurice Allais. Et Maurice Allais dit dans un de ses bouquins que le concept de valeur ne signifie à peu près rien. Il dit, voilà un verre d'eau, ce verre d'eau, quelle est sa valeur? Je peux calculer le prix de revient de l'eau, le prix de revient du verre, etc. Mais que vaut-il? Ça ne dépend pas de lui. Si je suis au milieu d'un désert, il a une valeur formidable, le verre d'eau. Si je suis près d'un lac, il vaut déjà beaucoup moins. Donc la notion de valeur est une notion qu'on n'arrive pas à définir. Et toute l'économie est basée sur la notion de valeur. Alors quand on vous dit que la valeur moyenne de tel et tel animal, ou de tel ou tel homme est de temps, c'est tout simplement dépourvu de sens. Si bien qu'il va bien falloir repenser complètement la théorie économique.